municipale du 5 septembre 2022 et vous demande d'approuver la nomination du secrétaire, au hasard, Bernard Legault. Y a-t-il d'autres candidats? Ah, vous avez le micro. Y a-t-il d'autres candidats? Eh bien, qui est pour l'approbation de cette nomination? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Approbation du compte-rendu de la séance du 4 juillet 2022, après les excuses de Cindy Meyer qui donne pouvoir à Julie Lafleur, de Nicole Camp qui donne pouvoir à Maurice Didier et de Dominique Robert qui donne pouvoir à Blandine Bamet-Monfray. Avez-vous des observations à formuler sur ce conseil municipal, sur ce compte-rendu, du conseil du 4 juillet 2022? Pas d'observation. Qui est pour son approbation? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Pardon? Absent. Absent. 2, 3 absents. Non, toi, tu étais présent. Non, Ah, vous étiez absent. D'accord. Convention CEN 2022. Je passe la parole à Christian Dugelet. Donc il existe historiquement une convention entre la commune et le Conservatoire des espaces naturels pour la gestion du marais de Boitray. Et qu'on vient chaque année de renouveler cette convention. Je vous rappelle que le budget du CEN sur le marais de Boitray est de 47 560 € et la commune y contribue à hauteur de 6 182,50 €. Les relations avec le CEN sont excellentes. Pour moi, il n'y a pas de raison à s'opposer au renouvellement de cette convention. Donc, je vais vous lire la convention. Monsieur le maire expose que dans le cadre de la gestion du marais de Boitray, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le projet de la convention de partenariat au titre de l'année 2022 pour la gestion du marais de Boitray, joint à la présente note de synthèse. Cette convention intervient dans la continuité des missions confiées au CEN pour la gestion du marais de Boitray. Donc, qui est pour autoriser... Ah, y a-t-il des questions? Ah, ça va. On va être moins bien là. Celle-là, elle va faire mal, donc... enfin, je préviens. Je sais pas. Non, rien de bien méchant. Moi, je vois avec grand plaisir que la commune d'Arnas souhaite s'impliquer aussi dans cette convention. Donc, ça me semble tout à fait indispensable, vu le développement qu'il va y avoir à l'entrée d'Arnas, sortie nord de Villefranche. Ouais, c'est un développement économique qui va plutôt à l'inverse des intérêts du Voilà, et mais donc ça veut dire qu'on peut demander à Arnas d'y aller doucement. Il a les avis. Ouais, on va dire que c'est fait. Demander, on peut, ouais. Mais demander, on peut peut-être demander certaines choses. Vu la proximité et sachant qu'il y a une partie qui va être d'activité qui est vraiment très proche de notre zone Natura 2000. Hein. Donc, moi j'apprécie le geste, déjà, parce que ça veut dire qu'on peut être dans la discussion. Et deuxième chose, j'ai pas vu à quelle hauteur eux y participaient. Au même niveau que nous. D'accord, donc c'est tout à fait honnête. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ça s'est bien passé. Je voudrais apporter quand même une petite précision. Tout d'abord, Arnas, sa participation n'a rien à voir avec la zone économique Beauparc. Hein. C'est uniquement parce qu'ils sont dans le marais avec nous depuis des années. En revanche, ils ne cotisaient pas. Donc, ils ont pris conscience que c'était intéressant de participer à la gestion de ce marais, d'autant plus que lorsque la gravière sera achevée et la première partie est pas loin de son achèvement, il y aura beaucoup de projets de requalification, on va dire, de ce secteur, avec des bassins, des mares, enfin, des parcours un peu pédagogiques. Donc ça va dans le sens de tout ce secteur, qu'il soit sur Saint-Georges ou sur Arnas.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur le projet, vous taquinez le projet économique, on a quand même besoin d'un peu d'économie. Et par rapport au projet initial de l'île Porte, puisqu'il s'agissait bien de celui-ci, le projet actuel, comme je vous l'avais présenté il y a 2-3 conseils municipaux, a été notablement réduit pour laisser la place à des zones un petit peu plus apaisées. La seule vraie contrainte forte, hormis les équipements qui seront construits, les bâtiments, forcément, dès que l'homme fait quelque chose, là, il apporte une contrainte sur l'environnement. En revanche, le point le plus fort, le point le plus dur, ça sera la déchetterie et la zone de récupération des déchets verts. Mais ça veut quand même bien engager le fait qu'on pourra avoir des discussions normalement constructives dans l'avenir concernant nous, notre zone Natura 2000 et un développement de protection de toute cette zone. Alors ça c'est évident, on avait déjà des discussions, puisque la Gravière, chaque année, alors depuis le Covid ça s'est pas fait, mais chaque année la société Granulat Rhône-Alpes faisait une réunion avec les communes concernées, Arnas et Saint-Georges-de-Ronas, même si Saint-Georges n'était pas sur le site de la Gravière, mais pouvait être impacté par la proximité de cette Gravière. Donc chaque année, il y avait le suivi environnemental auquel participent les deux communes. Donc les démarches, je crois qu'il ne faut pas penser que à Arnas, ce sont des sauvages environnementaux et nous, on est des vertueux. Je crois qu'on est ensemble sur ce dossier. Le maire d'Arnas a été plutôt conciliant sur l'approche de ces problèmes environnementaux. C'est vrai que jusqu'alors, ils n'ont pas cotisé, mais ça remonte à plus loin que ça. Merci. Et c'est bien. D'autres questions? Il me semblait que le Boiteret était entièrement sur la commune de Saint-Georges. Il y en a un bout qui est sur ok. Sur les deux communes. Ouais. Alors, je vais le dire de mémoire, donc je peux me tromper et vous me pardonnerez par avance. Grosso modo, le site de Boiteret fait 135 hectares et je crois que c'est 85 chez nous. C'est ça. Mais à la louche. Hein. Non, mais c'est ça. C'est sûr. D'autres questions? Un peu trompé, c'est que ça s'appelle pas Boiteret là-bas. On va passer au vote. Qui est d'accord pour cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Le Conseil autorise Monsieur le maire à signer cette convention de partenariat au titre de l'année 2022. Question suivante, approbation du règlement communal de voirie. Je vais vous lire le texte de la délibération et puis après on pourra entamer la discussion pour autant que vous le souhaitiez. Le maire indique à l'Assemblée que la commune souhaite se doter d'un règlement de voirie qui a pour objet, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de définir les dispositions administratives et techniques applicables aux interventions sur le domaine public et le domaine privé ouvert à la circulation publique et relevant de ses compétences. Il s'agit de définir les mesures de conservation et de police applicables sur les voies communales. Fixer les modalités d'exécution des travaux de remblaiement, de réfection provisoire et de réfection définitive, conformément aux normes techniques et aux règles de l'art. Déterminer les conditions d'occupation et d'utilisation du domaine public routier de la commune et de définir les règles de riverainteté des voies publiques et privées. Les mesures nécessaires à la protection du domaine public routier communal, telles que notamment les modalités de réfection des voies par les concessionnaires occupants du domaine lorsqu'ils ont procédé à des tranchées pour intervenir sur le réseau, doivent être prescrites dans un règlement de voirie conformément aux dispositions des articles L 141-11 et R 141-14 du Code de la voirie routière. Ce règlement de voirie est constitué de 9 chapitres principaux et de 6 annexes contenant les prescriptions suivantes. Chapitre 1, dispositions générales. Ce chapitre rappelle l'objet du règlement de voirie qui a vocation à ne s'appliquer que sur le périmètre de la voirie du domaine public routier communal. Il rappelle les définitions essentielles à connaître et à appliquer lorsqu'il s'agit
de mettre en œuvre les mesures de protection du domaine public routier communal et précise que son application n'est pas exclusive des autres dispositions législatives et réglementaires applicables aux intervenants sur le domaine public. Il pose les principes applicables en matière de coordination des travaux. Chapitre 2. Occupation du domaine public par des tiers. Ce chapitre rappelle les différentes étapes administratives et procédures à mettre en œuvre en cas d'occupation du domaine public routier par un intervenant selon que sa demande vise une permission de voirie ou un accord technique préalable. Sont également évoquées dans ce chapitre les modalités d'état des lieux préalables avant travaux, le principe d'une remise en état des lieux à l'identique, les principes applicables en cas d'interruption et de fermeture des travaux, les droits et obligations des riverains. Chapitre 3, organisation générale des chantiers. Ce chapitre fixe des prescriptions quant à l'organisation des chantiers, propreté des lieux, balisage, desserte des riveraines, remise en état des lieux, etc. Chapitre 4, exécution des travaux. Ce chapitre fixe les dispositions pour assurer la sécurité et la protection des chantiers et les modalités de prise en compte du milieu environnant, de la propreté, des recherches archéologiques et de la présence d'amiante ou de HAP. Chapitre 5, prescriptions techniques. Ce chapitre fixe les prescriptions techniques à respecter par les intervenants dans le cadre de leurs opérations de travaux, dimension des travaux, des tranchées, gestion des déblais, modalités de réfection, etc. Chapitre 6, réfection des tranchées. Ce chapitre fixe les prescriptions en matière de réfection des tranchées provisoires et définitives sur les divers éléments constitutifs du domaine public routier. Chaussées, trottoirs pavés ou dallés, bitume, béton, bordures et caniveaux, etc. Chapitre 7, dispositions financières. Ce chapitre rappelle le caractère obligatoire de la redevance pour occupation du domaine public routier. Chapitre 8, conditions d'application. Ce chapitre présente les voies de recours dont dispose la commune en cas de non-respect du règlement de voirie et notamment le pouvoir de substitution de la commune à l'intervenant à ses frais avec une majoration pour frais généraux et de contrôle en cas de non-respect des délais ou des prescriptions techniques du règlement de voirie. Chapitre 9, dispositions finales. Ce chapitre rappelle que la commune met en œuvre le règlement de voirie et qu'elle peut le modifier ou le compléter en respectant la procédure prévue par le code de la voirie routière. Annexe à un profil type de voirie, annexe 2 à formulaire de demande de permission de voirie, annexe 2B, formulaire d'avis de travaux urgents, annexe 3, formulaire de demande d'accord technique, annexe 4, barème d'occupation du domaine public, annexe 5, tableau des enrobés, annexe 6, guide de la protection du système racinaire des arbres lors des travaux de terrassement, annexe 7, modèle d'avis d'ouverture de chantier, annexe 8, avis de fermeture de chantier, annexe 9, procès-verbal constatant l'état des lieux, de constat d'état des lieux. Le Code de la voirie routière prévoit que le règlement de voirie est établi par le conseil municipal, après avis d'une commission présidée par le maire et constituée notamment des représentants, des affectataires, permissionnaires, concessionnaires et autres occupants de droit des voies communales. L'avis de cette commission est un avis consultatif. Toutefois, la délibération approuvant le règlement voirie doit être prise au vu de cet avis, sous peine d'illégalité. En l'espèce, la commission suspensionnée s'est réunie le 20 juillet 2022 et a rendu son avis sur le règlement de voirie. Cet avis est joint à la présente délibération. Le conseil municipal est donc en mesure de délibérer sur le projet de règlement de voirie annexé à la présente délibération. Ceci étant exposé, vu le code de la voirie routière et notamment les articles L141-11, R141-14 et L141-12, vu la délibération numéro 2022-04, instituant la commission de voirie prévue aux articles L141-11 et R141-14 du Code de la voirie routière, vu l'avis favorable formulé par la commission consultative prévue aux articles L141-11 et R141-14 du Code de la voirie routière en date du 20 juillet 2022, considérant que l'adoption d'un règlement de voirie applicable sur le domaine public routier communal est nécessaire pour assurer la gestion de ce domaine, le conseil municipal décide d'approuver le règlement de voirie applicable sur le domaine public routier communal joint à la présente délibération, d'autoriser le maire à prendre tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. C'est en tout cas ce que je vous demanderai de bien vouloir voter. Avant ça, je vais vous donner quand même le résultat du vote de la commission. Ça me permettra de, si vous l'avez, le résultat du vote. À la majorité, une abstention. Non. Non. Et l'autre, c'est l'abstention.
Il y avait 2 qui n'ont pas pris part au vote. Ah, ils étaient de la même entreprise. Donc majorité avec une abstention. D'accord. En fait, pour faire simple, vous l'avez eu le règlement de voirie. Vous avez eu tout le loisir de le lire. C'est 100 ou 200 pages. Nous n'en avions pas. Il n'y a pas beaucoup de communes qui ont des règlements de voirie, parce qu'en l'absence de règlement de voirie communal, c'est le règlement général qui s'applique. Et on se rend compte que, en fait, lorsque des travaux sont faits par tout un tas de pétitionnaires, qu'ils soient particuliers, collectivités, services type EDF, SIDER et autres, ils sous-traitent ça à des entreprises et c'est pas toujours fait comme l'on le souhaiterait. Et on se plaint beaucoup de l'état des voiries, mais en grande partie, l'état des voiries se dégrade du fait de sa vétusté, c'est évident, mais en revanche, cette vétusté est largement accélérée lorsqu'il y a des tranchées qui sont faites et qui sont mal rebouchées, lorsque les travaux ne sont pas faits. À titre indicatif, il était prévu auparavant que ceux qui rebouchaient les voiries faisaient d'abord un enrobé, après avoir bien compacté, bien fait leur travail, remettaient de l'enrobé à froid, et puis il venait un an après que le terrain soit tassé pour remettre de l'enrobé à chaud, sauf qu'il ne revenait jamais. Donc aujourd'hui, on veillera à cela et on prendra toutes les dispositions. D'ailleurs, à la réunion du 20 juillet, je peux vous dire qu'il y en a qui n'étaient pas très satisfaits parce qu'ils savaient que derrière ça, il y allait avoir un renforcement de la pression de la commune pour que le travail soit fait correctement. Donc, déjà, nous avons un petit peu été plus sévères quant à la délivrance des autorisations de voirie, parce que parfois c'est fait n'importe comment, les dossiers sont mal remplis, on n'a pas les photos, on n'a pas la présentation, enfin il y a beaucoup de choses à dire. Et à cet égard, on a bien mis que c'est notre document qui devait être joint. C'est pas il y aura le CERFA s'ils veulent, mais c'est notre document, parce qu'il est beaucoup plus détaillé et précis. Voilà, avez-vous des questions à poser sur ce dossier? J'essaie de vous le brosser rapidement. Et puis la motivation, elle est qu'on veut que nos voiries soient respectées, comme nous avons prochainement, on a déjà des voiries qui ont été faites, qui sont neuves, on a des voiries anciennes qui sont malheureusement assez fatiguées, il y en a d'autres qui tiennent quand même un peu, on va les refaire, mais avant de les refaire, on veut pouvoir intervenir utilement lorsque les gens font des travaux. Des questions? Oui, Mathieu. Et donc, tu disais qu'il n'y a pas beaucoup de communes qui avaient un règlement de voirie. Est-ce qu'on a un exemple de communes aux alentours qui ont ce règlement et est-ce que réellement derrière il y a une vraie pression auprès des intervenants et est-ce que c'est bien respecté quoi? Est-ce qu'on va pouvoir contrôler correctement derrière et faire la chasse aux... Alors, des communes qui ont ça, ce sont des grosses communes, genre Lyon ou des choses comme ça. Après, ça dépendra de nous. C'est nous qui devons nous doter des moyens pour vérifier, pour contrôler. Au début, on aura pas mal de travail. En revanche, une fois que le prix sera pris, parce que malheureusement, ça c'est un peu comme si on tape sur les doigts, après tu fais attention. Et on a prévu également ce que nous allons voter, si vous êtes d'accord, c'est de mettre des coûts en face, des coûts pour l'occupation du domaine public, ça on a parfaitement le droit. Aujourd'hui tout est gratuit, mais c'est fini ça, puisque nous on est quand même pas mal pénalisés par les dotations qui ont chuté dans des proportions importantes. Par conséquent, il faut que la commune trouve des ressources, et ça c'est parfaitement légitime. Quand n'importe quel intervenant extérieur fait une tranchée, ou occupe le domaine public, ça a un coût, c'est une location. Voilà. Mais ça nécessitera, tu l'as bien dit, un contrôle efficace. Mais on a les moyens, on va pouvoir avoir pour l'instant, on a une personne, un poste qui a été fait pour ça, c'est Caroline. Et puis, moi j'espère que quand on aura bien... il y a beaucoup de travaux qui se font pas loin. Il y a bien un groupement avec des élus et puis des chefs d'entreprise qui va se faire. Parce qu'on avait fait la vue. C'est plutôt une sorte de commission, non? Chaque fois qu'il y a... Ah oui, bien sûr, une commission voirie. Oui, voilà. Est-ce qu'il sera prévu dans le texte des pénalités de retard quand une voirie ne sera pas faite en temps et en heure?
comme ça se fait pour des appels d'offres qui ne sont pas respectés, enfin, des choses comme ça. Alors là, on ne parle pas des travaux de voirie, on parle des travaux de réfection. Et effectivement, je crois, il y a des, en cas de retard, il y a des pénalités. Bon, elles ne sont pas énormes puisqu'elles sont un peu normées. Mais bon, si tu veux, mon sentiment personnel, que les personnes mettent un peu plus de temps, c'est gênant. Mais ce qui est le plus gênant, c'est que le travail soit mal fait. Parce que s'ils mettent un peu plus de temps pour bien faire le travail, c'est moins grave que de le faire très mal et d'avoir une voirie dégradée un an après. Et est-ce que derrière, il n'y a pas un risque que les tarifs augmentent, enfin, les entreprises risquent de... Tiens, à Saint-Georges, pour faire une tranchée, c'est plus compliqué que... Enfin, je sais pas. Non, mais ce qu'on demande, hein, on complexifie pas les règles, on demande qu'on le fasse correctement. A priori et en théorie, le travail, quand quelqu'un intervient, il doit faire son travail correctement. Quand tu installes une télé, tu l'installes jusqu'au bout. Principe. Si tu ne mets pas le câble de branchement, comme certains pour leur voiture, si tu n'as pas le câble de branchement, ça ne va pas fonctionner, on va t'en vouloir. Et puis, dans tous les cas de figure, ça ne nous engage à rien de mettre ce règlement de voirie. Il n'y a aucune raison pour que ça crée une inflation de prix, sauf si les entreprises qui sont choisies sont des entreprises qui ne font pas leur travail et que de façon récurrente, c'est pas suivi. Et le donneur d'ordre va peut-être se rendre compte et il va peut-être dire je prends plus cette entreprise. D'autres questions? Pour info, il y avait une commission qui était composée de 4-5 élus. Et il y avait en face de nous les pétitionnaires, il y avait Orange, il y avait Enedis, il y avait GRD, et puis Sider, Suez, normalement. ceux qui sont un peu... Suez, le syndicat des eaux, qui était convié. Et le ressenti en face, vous l'avez senti quand ils étaient... Il y en a qui coinçaient. Ouais. Il y a eu des avocats, on a eu un aller-retour avec les avocats de chaque société. Mais au final, tout le monde a voté, sauf une abstention. Donc ils adhèrent aussi. Pas d'autres questions? Si vous le voulez bien, on va passer au vote. Qui est pour l'adoption de ce règlement de voirie tel que nous vous l'avons présenté? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Maintenant, nous allons passer au règlement à la redevance. Règlement des droits et redevances pour occupation du domaine public. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2213-6 et L 2331-4, vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment l'article L 2125-3, vu le Code de la voirie routière, vu la loi numéro 2009-526 du 12 mai 2000, et notamment l'article 121, considérant que pour la bonne gestion du domaine public, il convient de préciser les conditions d'occupation du domaine public, considérant qu'un arrêté fixe les conditions générales des occupations privatives du domaine public sans emprise liée au commerce mobile, ainsi qu'aux travaux, chantiers, animations, de façon à ce que les droits ouverts s'inscrivent dans le respect des principes de gestion et de préservation des espaces publics, ainsi que des règles de sécurité publique et de circulation. Considérant que les occupations privatives du domaine public communal, temporaire ou permanente doivent être soumises à la perception de droits de voirie, considérant que le conseil municipal est compétent pour fixer les redevances pour occupation du domaine public, considérant l'avis favorable de la commission de voirie en date du 20 juillet 2022, ayant entendu l'exposé du maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, article 1er, de fixer le règlement des droits de voirie comme suit. Article 1er encore, mais bon. Le droit de voirie est calculé et mentionné dans l'arrêté municipal notifié aux bénéficiaires sur la base du tarif fixé par délibération du conseil municipal. Article 2. La redevance est calculée et fixée sur la surface d'occupation maximum du domaine public déclaré par le pétitionnaire ou mesurée d'office par l'autorité compétente en cas d'occupation non autorisée. Ça peut être une longueur, hein, c'est pas forcément qu'une surface. Ça peut être aussi une longueur de câble ou des choses comme ça. Article 3. La demande d'autorisation d'occupation du domaine public devra se faire par écrit, minimum 15 jours ouvrés
avant la date prévisionnelle d'intervention sur le domaine public sur l'imprimé dédié à cet effet. Article 4. Toute période commencée jour, mois, an et due. Alors, c'est pas forcément en mois. Si ça dure plusieurs mois, c'est le mois. Si ça dure une année, c'est l'année. Mais si ça dure quelques jours, on ne facture pas un an. J'aimerais bien, mais on ne peut pas. Article 5. Le droit de voirie est payable d'avance et, le cas échéant, annuellement. Il est dû à compter du jour de la notification de l'autorisation. Article 6. Le non-paiement de ces droits de voirie peut entraîner le refus d'autorisation ou de renouvellement pour l'année suivante, dans le cas de travaux récurrents. Article 7. En cas de non-utilisation tout ou partie de l'autorisation ou de la suppression de l'autorisation du fait de l'occupant, une restitution du droit de voirie sera effectuée au prorata temporis. Article 8. Il y a restitution des montants versés lorsque la responsabilité de la révocation de l'autorisation incombe à la commune. Article 9. Le redevable est le titulaire de l'autorisation de voirie. Tout changement survenu dans la propriété de l'installation ou de l'ouvrage doit faire l'objet d'une déclaration écrite adressée à M. le maire. À défaut, les droits continuent à être dus par l'ancien propriétaire. Article 10. Les occupations du domaine public effectuées sans autorisation donneront lieu à une taxation d'office. Cette redevance sera appliquée d'office à la première constatation. Sans préjudice des pouvoirs des forces de police, les constatations pourront être effectuées par les agents assermentés de la commune de Saint-Georges-de-Renins. Ces mesures ne pourront en aucun cas être considérées comme entraînant autorisation et indépendamment de la taxation d'office. Des sanctions pourront être prises par ailleurs, ordonnant l'enlèvement des installations non réglementaires et ou dangereuses, et des procès-verbaux d'infraction pourront être dressés par les autorités compétentes. Article 11. Sont exonérées de redevance les occupations suivantes. Article L. 2125-1 du CG 3P. Lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'État des équipements visant à améliorer la circulation routière ou nécessaire à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier, lorsque l'occupation, l'utilisation et la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux, de la présence d'un ouvrage intéressant un service public qui est bénéfique gratuitement à tous, lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même, pour des associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. Article 12. Fixer les redevances d'occupation du domaine public comme suit. Le tableau des barèmes est annexé à la présente délibération. Article 13. Les recettes correspondantes seront imputées au chapitre 70-323, redevances d'occupation du domaine public, fonction 020, administration générale du budget communal. Je vous précise qu'on n'a pas fait ça tout seul. Comme il vous en souvient, nous avions sollicité un bureau d'études, le bureau d'études Immergis, qui nous a accompagnés dans deux domaines, l'état de nos voiries, les travaux à faire sur nos voiries et le règlement de voirie, tel que nous vous l'avons présenté aujourd'hui. Avez-vous des questions à poser? On n'a pas le tableau des barèmes. Oui, je vais le dire. C'est justement la question que je posais. Occupation du domaine public. Ben, par unité. Qu'est-ce que c'est, PS? Type d'autorisation. Permission de stationnement. Tarif 9 € par jour. Échafaudage par mètre linéaire, 6,40 € par mètre linéaire par semaine. Clôture palissade de chantier par mètre linéaire, 8,10 € par mètre linéaire et par mois. Emprise pour chantier par mètre carré, perception minimale de 2 mètres carrés, 16,80 € par mètre carré par mois pour chantier de moins d'1 an, 11,20 € par mois au-delà des 12 premiers mois. Câble d'électricité, canalisation privée pour alimentation de chantier par mètre linéaire, 3,80 € par mois. Armoire, cabane pour alimentation de chantier, ouvrage d'hiver sur DP, par mètre carré, 15,90 € par mois. Là aussi, les barèmes nous ont été... c'est moyen pour des communes de notre importance. Je ne pense pas qu'on ait les tarifs de Lyon, mais bon, voilà. Avez-vous des questions? Pas de questions? Je vous ai un peu saoulé. Eh bien, qui est pour l'adoption de ce barème, de ce règlement de droit et de redevance pour occupation du domaine public? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Contrat d'apprentissage, Blandine.
Donc, la prochaine délibération, c'est par rapport au contrat d'apprentissage, qui a eu lieu la semaine dernière à la rentrée scolaire. Et donc, chez nous aussi, on a une petite nouvelle, puisque on a Oriane Brunet, qui était en bachelor communication pendant l'année scolaire dernière, qui termine son apprentissage. Et donc, nous avons recruté pour la remplacer, toujours même diplôme, donc responsable de communication, pour une durée d'1 an. Carla Lopez, qui a commencé ce matin, donc elles sont en binôme pendant une quinzaine de jours, je crois, pendant 2 semaines, cette semaine-là. Et donc Oriane termine à la fin de semaine son contrat. Et donc c'est Carla qui va prendre la suite. Voilà, donc simplement on est obligé par rapport au centre de gestion de refaire voter toutes les années on est obligé de se refaire voter une délibération par rapport au fait qu'on est d'accord de prendre un apprenti. Voilà, donc je vous lis est-ce qu'il y a des questions déjà peut-être avant et puis après je vais lire la délibération. Donc je vous lis la délibération. Monsieur le maire expose, vu le code du travail, vu le code général de la fonction publique entré en vigueur le 1er mars 2022, vu le code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 92-675 du 17 juillet 1992 portant dispositions relatives à l'apprentissage et à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, vu le décret numéro 92-1258 du 30 novembre 1992 portant disposition... je me répète, c'était écrit 2 fois. Vu le décret numéro 93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial, vu l'avis rendu par le comité technique paritaire en sa séance du 4 juillet 2022, considérant que l'apprentissage permet à des jeunes âgés de 16 à 25 ans, sans limite d'âge supérieur, d'entrer en formation pour les apprentis ayant une reconnaissance de travailleurs handicapés, d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et les mettre en application dans une administration, que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre, considérant que ce diplôme présente un intérêt tant pour le jeune travailleur accueilli que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes ou titres préparés par les postulants et des qualifications requises par lui, considérant qu'à l'appui de l'avis favorable du comité technique paritaire, il revient au conseil municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d'apprentissage et d'organiser les conditions générales d'accueil de l'apprenti dans la collectivité. Donc le conseil devra se positionner et décider le recours au contrat d'apprentissage, décider de conclure à compter de l'année scolaire 2022-2023 à un nombre maximal d'un contrat d'apprentissage simultanément et selon les critères suivants. Donc pour nous cette année, un apprenti au service communication, donc pour la préparation du diplôme responsable de communication pour une durée d'1 an. Donc précise que la rémunération des apprentis sera faite dans les conditions réglementaires, dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022 au chapitre 12, article 6417, autorise Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment le contrat d'apprentissage ainsi que la convention conclue par le centre de formation de l'apprenti. Voilà, je précise que c'est la même école que l'an dernier, donc à Lyon 3. Même diplôme aussi. Et même diplôme, ouais. Donc est-ce qu'il y a des questions? En fait, Oriane s'en va parce qu'en fait, elle change d'orientation. Ouais. Elle a fait son apprentissage, mais en fait, elle veut repartir sur une école de danse. Donc, pas du tout. Voilà, dans le danse, c'est un truc assez élevé. Ouais, de toute façon, c'était un contrat d'1 an, donc... Non. C'est une école pour être... Donc, par rapport à ce contrat d'apprentissage, qui est pour cette délibération, qui s'abstient, qui est contre, merci. Merci. Autorisation d'adhésion de la communauté de communes Saône-Beaujolais à l'établissement public territorial du bassin EPTB Saône-Doubs. Christian. Oui, afin d'unifier la gestion de la Saône et du Doubs jusqu'à la confluence, sont créés des EPTB, notamment l'EPTB, en ce qui nous concerne, de la Saône et du Doubs. La CCSB souhaite y adhérer et pour ce faire, elle a besoin de l'accord des communes. Donc je vais vous présenter la délibération qui nous permettrait de leur donner notre accord.
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L5214-16 et L5214-27, vu le Code de l'environnement et notamment l'article L213-12, vu les statuts de la communauté de communes Saône-Beaujolais et notamment sa compétence obligatoire en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, vu la délibération du Conseil communautaire Saône-Beaujolais numéro 2022-114-5B en date du 21 juillet 2022, sollicitant l'adhésion à l'OPTB Saône et Doubs. Il est rappelé que les lois MAPTAM du 27 janvier 2014 et NOTRe du 7 août 2015 définissent la compétence gestion de l'eau, des milieux aquatiques et prévention des inondations, par référence aux items 1, 2, 5 et 8 de l'article L211-7 du Code de l'environnement, et la confie aux communes avec transfert automatique au 1er janvier 2018 aux EPCI à fiscalité propre. Ceux-ci ont ensuite la possibilité de la transférer ou la déléguer à des structures organisées pour l'exercer de manière cohérente à l'échelle des bassins versants, syndicats mixtes, EPAGE ou OPTB. La communauté de communes Saône-Beaujolais souhaite adhérer à l'OPTB Saône et Doubs, ce qui aura pour conséquence le transfert des items 1 et 8 de l'article L211-7 du Code de l'environnement sur l'axe Saône, l'axe Doubs. Le syndicat mixte ouvert, article L5721-1 du CGCT, regroupe les régions départements du bassin de la Saône et du Doubs, ainsi que les métropoles, EPCI, communautés urbaines d'agglomération ou communautés de communes, riveraines des axes de la Saône et du Doubs. Conformément aux articles L5214-27 du CGCT, l'adhésion de la communauté de communes à un syndicat mixte est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes, donné dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté. La commune de Saint-Georges-de-Renens doit se prononcer sur la demande d'adhésion de la communauté de communes à l'EPTB Saône et Doubs. Il y a des questions? Ça m'arrange bien et nous allons passer au vote. Qui approuve cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Le Conseil approuve la demande d'adhésion de la communauté de communes Saône-Beaujolais à l'établissement public territorial du bassin EPTB Saône et Doubs. Dit que la présente délibération sera adressée aux représentants de l'État et communiquée à la communauté de communes. Dit que la CCSB devra porter les projets de la commune de Saint-Georges pouvant recevoir des subventions de l'EPTB Saône et Doubs. Merci. Alors, je vous rappelle que nous avons inscrit à L'ordre du jour complémentaire, à savoir l'instauration d'un périmètre d'études au lieu-dit le Cartelet. Pour essayer d'être plus clair, je vais vous lire le texte de la délibération et après vous pourrez poser vos questions éventuelles. La commune de Saint-Georges-de-Renens a approuvé son PLU le 3 octobre 2019. Le zonage du PLU 2015, bon, ça c'est l'avenant numéro 1. 2015, hein, et c'est l'avenant numéro 1. C'est l'avenant, c'est la modification numéro 1, le 3 octobre 2019. Mais le PLU avait été approuvé le 15 décembre 2015. Le zonage du PLU prévoit une grande zone à urbaniser au lieu-dit le Cartelet sur une superficie d'environ 11 hectares,7. Même si la zone fait l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation qui définit un certain nombre de principes d'aménagement, la réalisation d'une première tranche a permis de constater qu'il était nécessaire d'approfondir les principes nécessaires à la réalisation d'une opération d'aménagement sur le reste de la zone, en particulier en matière de l'organisation de la desserte et de l'articulation avec les voiries existantes, mais aussi en matière de paysage urbain et de qualité environnementale. Dans un contexte de pression foncière forte du fait de la proximité de l'agglomération lyonnaise et pour éviter les risques d'un développement mal maîtrisé de ce secteur, d'une superficie très importante, la commune souhaite
en application de l'article L424-1 du Code de l'urbanisme, procéder à la mise en place d'un périmètre d'étude afin de permettre une réflexion globale sur la réalisation de l'opération d'aménagement sur la partie non encore aménagée de la zone 1AU au lieu-dit Cartelet. Il s'agit de réfléchir à la maîtrise et l'organisation de l'urbanisation de cette zone pour permettre dans un second temps d'adapter le document d'urbanisme avec les conclusions de l'étude. La démarche de projet proposée aboutira au terme d'une réflexion partagée entre les élus à la définition des principes concourant à une opération d'aménagement retranscrite dans le plan local d'urbanisme. Dans ce contexte d'étude, la commune doit donc pouvoir encadrer les projets immobiliers dans ces secteurs et anticiper les investissements publics inhérents dans un souci de préservation et d'amélioration du cadre de vie pour ses habitants. Outre l'exercice de son droit de préemption urbain en cas de déclaration d'intention d'aliéner ce périmètre permettra à la commune, le cas échéant, et pour une durée maximale de 10 ans, évidemment on n'ira pas jusque-là, d'opposer un sursis à statuer à des demandes d'autorisation d'urbanisme susceptibles de remettre en cause l'équilibre de ce secteur et les objectifs d'aménagement que s'est fixé la commune. Selon les dispositions de l'article L424-1 du Code de l'urbanisme, le sursis à statuer peut en effet être opposé lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer est une décision prononcée par l'autorité compétente en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme. Elle peut intervenir dans le cadre de l'instruction de déclaration préalable d'un permis de construire prévoyant des travaux ayant un impact sur le futur projet urbain. Le sursis à statuer peut excéder 2 ans. À l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur 5 configurations par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente dans l'intérêt de 2 mois suivant cette confirmation. Le sursis à statuer peut être prononcé que lorsque le demandeur d'une autorisation d'urbanisme fait valoir un certificat d'urbanisme délivré dans les 18 mois avant l'instauration du périmètre d'étude, le demandeur fait valoir une déclaration préalable de lotissement délivrée dans les 5 ans avant l'instauration du périmètre d'étude. Le demandeur fait valoir l'achèvement d'un permis d'aménager dans les 5 ans avant l'instauration du périmètre d'étude. Au vu de l'importance des enjeux définis ci-dessus, il est proposé aux membres du conseil municipal de Saint-Georges-de-Renins d'approuver la mise en place d'un périmètre d'étude au titre de l'article L424-1 du Code de l'urbanisme sur les terrains appartenant au périmètre permettant de maîtriser la réalisation de l'opération d'aménagement sur le secteur du Cartelet tel que défini dans le plan joint à la présente délibération. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'urbanisme, et particulièrement les articles L211-1 et L424-1, vu le plan local d'urbanisme approuvé le 3 octobre 2019, cette modification numéro 1, vu le plan du périmètre d'études annexé à la présente délibération, considérant que l'instauration de ce périmètre d'études traduit la volonté de la commune de mener une réflexion stratégique sur la réalisation d'une opération d'aménagement sur le secteur du Cartelet qui fait l'objet d'une zone 1AU dans le PLU. Considérant que dans ce périmètre d'études, la commune peut exercer son droit de préemption en cas de déclaration d'intention d'aliéner, et le cas échéant, surseoir à statuer sur toutes les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation des objectifs d'une croissance maîtrisée et d'une qualité de vie dans le secteur du Cartelet. Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de monsieur le maire, décide de prendre en considération le projet d'aménagement de croissance maîtrisée et de qualité de vie dans le secteur du Cartelet, à l'intérieur du périmètre d'études, selon la délimitation du plan annexé à la présente délibération, conformément aux dispositions de l'article L424-1 du Code de l'urbanisme, déclare que la procédure du sursis à statuer pourra être appliquée à toute demande d'autorisation de travaux, construction ou installation à l'intérieur du dit périmètre, indique que la présente délibération fera l'objet d'une mention en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département et sera affiché pendant 1 mois à la mairie de Saint-Georges-de-Renins en application de l'article R424-24 du Code de l'urbanisme, donne mandat au maire pour signer tout document relatif à cette affaire. Bon, mais en fait, le secteur du Cartelet est un secteur extrêmement important pour le développement de notre commune et pour les personnes qui vont y vivre. Par conséquent, il est très important que nous ayons à l'esprit 2 choses. Dans l'OAP qui sera inscrite, il y aura, parmi tout ce que nous pourrons inscrire, il y aura 2 choses essentielles. La qualité de vie des habitants,
préserver cette qualité de vie, faire en sorte que la composante environnementale soit sérieusement prise en compte, notamment dans deux directions, enfin dans plusieurs directions, mais il y en a une qui est obligatoire, c'est le respect de la loi RE, hein, la nouvelle loi concernant la protection de l'environnement, la prise en compte de zones apaisées de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de perturbations, et surtout les boisements, le paysagement qui devra inclure un peu de verdure dans des espaces qui seront pas trop minérales, donc éviter cette grosse minéralité. Et également dans les voiries, on essaiera d'avoir des secteurs apaisés, des noues végétales, etc. La gestion des eaux pluviales se fera uniquement à la parcelle, hein, au travers soit de bassins d'infiltration, soit de noues, soit réellement d'étangs, puisqu'on a au bout de la zone, au sud, un étang qui est quand même significatif et il participera à cet apaisement, à cette qualité de vie que nous souhaitons. L'OAP précédente prévoyait des petites placettes, mais ce n'était pas très figé. Et une placette, ça peut être très minéral, donc on voudra faire des lieux de repos et de regroupement pour des habitants qui soient réellement apaisés, que tout se passe plutôt dans cet état d'esprit de sérénité, sachant qu'on aura plus de 200 lots dans ce quartier. Et puis avec ce qu'il y a autour, ça sera beaucoup plus, puisque le quartier est déjà pas mal habité, avec Bel Air, avec le chemin du Midi, avec la RD20, l'ancien Cartelet, et puis les granges au sud. Donc les sables, des lotissements déjà existants. Donc c'est un quartier qui sera important dans la commune en termes de population. Et il faut, autant que faire se peut, qu'il fasse bon vivre là-bas et que les gens soient... C'est pas Boy Scout, c'est réellement faire des choses. Essayer d'inciter les promoteurs qui réaliseront des opérations à respecter des règles en matière de cette protection. Et puis aussi intégrer des énergies renouvelables, mais des vraies, dans les gestions au quotidien, et de l'énergie, du chauffage et de son espace pour avoir réellement de la verdure omniprésente. Avez-vous des questions? Olivia, et après Sandra, ou l'inverse. Alors j'avais une question en tant que référente du quartier Chany, Bel Air, Cartelet. Je voulais savoir si des réunions publiques, justement pour, en fonction des fameuses études qui vont être menées, notamment sur l'articulation avec les voiries existantes, parce que c'est quand même de nombreuses questions qu'on a eues, notamment lors des réunions de quartier. Les habitants sont quand même assez forcément inquiets de l'avenir de la circulation dans ce quartier. Donc je voulais savoir si il allait bien avoir plusieurs réunions publiques pour présenter les études, là où on en est, l'avancement du projet. Alors, je pense que maintenant qu'on peut se voir et de manière un petit peu plus simple et proche, on fera une première réunion pour faire l'état des lieux déjà, relativement rapidement, de façon à ce qu'on fasse remonter l'avis de ceux qui habitent le quartier. Parce que là, il va y avoir de nouveaux arrivants, mais il est bon, comme tu le dis, de voir ce que pensent les anciens, et en matière de circulation notamment, mais aussi en matière de phasage des travaux et de qualité des réalisations. Oui, tout à fait. Bon. Moi, ma question était plus... la deuxième partie, elle représente quoi sur le plan? Là, c'est le Cartelet en entier. Un peu plus large. Encore un peu plus large. Ok. Et ma question, c'est le début des travaux. Une idée approximative des débuts des travaux de commencement de... Alors, on a déjà eu la première zone, les 9 lots qui ont été aménagés par la société CEFI, qui sont le long de la route de Bel Air. 9 lots qui passent là-bas. C'est justement un petit peu l'expérience de ces 9 lots qui nous conduit à nous dire le promoteur pose un permis d'aménager sur une surface. Ça fait un nombre de lots. Eh bien, derrière, les gens déposent des permis de construire. Mais en fonction des lots qui sont réalisés de la manière dont ils sont faits,
l'érection de la maison est quand même assez contrainte dès lors que les surfaces sont pas très importantes et ça génère un petit peu des problèmes de qualité architecturale et de paysagement qui est un petit peu limité. C'est la raison pour laquelle au vu de cette première expérience, on a décidé le deuxième lot de 32 est accordé en matière d'aménagement, mais il va être modifié à notre demande et à la demande de certains résidents de Cartelet 1. Je l'appelle Cartelet 1 parce que c'est plus simple, mais vous voyez ce que c'est. Donc effectivement, oui pour la concertation, et les travaux ont commencé puisqu'il y a déjà eu ces aménagements. Alors maintenant, il faut les faire de manière peut-être plus mesurée et plus orchestrée avec les volontés que nous avons. Après, moi, ça m'amène juste une autre question, c'est au niveau des structures de la commune, c'est-à-dire cantine, école, puisque c'est des logements, donc ça va amener forcément des nouveaux des mois, forcément peut-être des gens avec des enfants. Donc je voulais savoir en même temps, ma question elle rebondit, on en est où par rapport à l'école? Là, on a mis en place un service pour la cantine parce qu'on est saturé. Je voulais savoir si le projet va aboutir et qu'on va pas se retrouver avec le problème encore sur les années à venir avant que l'école pointe le bout de son nez. Alors le restaurant scolaire est le point central effectivement de ce projet. Avec l'agrandissement de la maternelle, pour l'école élémentaire, on a encore un petit peu de marge pour les années à venir. Alors tout à l'heure, Bernard va nous parler dans les questions diverses de la rentrée scolaire et faire peut-être un peu de vision prospective dans le futur. Aujourd'hui, si vous voulez, c'est pas le fait qu'il y ait beaucoup de nouveaux habitants qui perturbe la cantine, c'est le fait que c'est un bâtiment ancien qui a son âge et qui n'est pas optimisé en matière de correction acoustique. Et puis surtout, c'est que les parents, de plus en plus, ils laissent leurs enfants à la cantine. Ça, c'est un phénomène qui est nouveau depuis 2 ans, 3 ans, depuis qu'on a eu un nuage au-dessus de la tête. Voilà. Par conséquent, ce projet, on peut faire le point le cabinet Ascoréal nous prépare, va nous présenter les premières. On a une discussion le 25 ou le 24, pour le projet qu'il nous présente, pour passer à la phase de finalisation de notre dossier qui servira à lancer la consultation pour la cantine, l'agrandissement de la maternelle et la future turbulette. Actuellement, le terrain, il appartient à la commune de l'extension ou il est toujours en... Non, le terrain, il appartient à la société Gros. On attend de pouvoir déménager les terres qui sont sur l'ancien terrain de Lolo-Ronja, où il y a eu un brave animal qui a décidé de séjourner et des gens de la LPO qui n'ont pas mieux à faire que de nous bloquer dans nos travaux. Un peu de questions. Oui. Vous avez déterminé le périmètre du Cartelet comment par rapport par rapport à celui qui existait, et puis en essayant d'être cohérent, de prendre des habitations où il y avait un impact. Oui, d'accord. Et ceci étant, concernant les voiries futures qui vont être faites, elles seront déterminées petit à petit par les lots, ou il y a déjà une intention particulière sur la voirie? On a déjà une intention particulière. Alors ça, on pourra vous le présenter une première fois. Elle fera l'objet de la modification du PLU qui est en cours. D'accord. Donc là, les voiries, on sait où on va. D'accord. Façon pas de le dire. Oui, donc ça c'est déjà décidé, ça permet aux lotisseurs à quelque chose près. Et ça permet déjà aux lotisseurs de préfigurer. Pour faire simple, on a une voie structurante qui a toujours été décidée, voilà, celle-ci, qui va descendre et qui va aller le plus loin possible sur la route de Bel Air, de façon à pas trop pénaliser les constructions qui existent le long de la route de Bel Air. Par le lotissement Le Cartelet, là. On est d'accord? Oui, par le Cartelet. On accède par le lotissement du Cartelet, actuellement. D'accord.
Ok. Sachant qu'on est d'accord que la route de Bel Air, elle va être traitée là prochainement. Enfin, elle va faire l'objet de travaux. Alors la route de Bel Air, on attend la réponse du CIDER pour les enfouissements de réseau. On va, dans le cadre du renouvellement de marché à bon de commande qui est en cours des travaux d'assainissement, on refera bien sûr l'assainissement de la route de Bel Air avec la gestion des eaux de ruissellement de la route de façon à compléter le dossier. Et on a commencé à Bourg-Chanin qui va rejoindre Bel Air en ponçage et puis en relèvement, en pompage. Voilà. Donc ça, c'est tout s'enchaîne. Donc, ça c'est pour la voirie. Donc après, pour tout ce qui est assainissement, bien sûr que c'est plutôt la périphérie du périmètre qui va être traitée pour des projets immobiliers. Non. Parce que l'assainissement va passer où? Est-ce qu'il va être, s'il y a une voie qui est prévue, l'assainissement? Non mais l'assainissement, c'est le lotisseur qui a, enfin, ou les lotisseurs qui vont gérer l'assainissement des lots, et eux, ils vont aller sur le domaine public, route de Bel Air. C'est-à-dire, ils vont faire une voirie. La voirie, aujourd'hui, elle sera privée. Après, il y aura une rétrocession à la collectivité, une fois qu'elles seront achevées. Et dans un premier temps, eux, ils réalisent toute la surface. Nous, on ne va pas y mettre le doigt là-dedans. En revanche, nous, on fait notre réseau sur la route de Bel Air. On fait nos réseaux. Donc tout ça va arriver sur la route de Bel Air. Oui. Ok. Merci. La surface minimum pour construire là actuellement, c'est. Il n'y a plus de surface minimum. Il n'y a plus de surface minimum. Non, on n'a plus le droit de mettre des surfaces minimum. Donc aujourd'hui, un lotisseur arrive, il veut faire. Oui, c'est la raison pour laquelle on a d'autres moyens. Notamment, on a inscrit dans la modif du PLU un CAIS, c'est-à-dire un coefficient d'emprise au sol. Et ce coefficient dit, voilà, la surface de la maison, elle fera 30% de la surface totale. Ça s'appelle le CAIS, le coefficient d'emprise au sol. Et puis après, il y a d'autres règles, bien sûr. Et on va pouvoir imposer une surface de bois, de verdure. Alors c'est sûr. Voilà, c'est sur le paysagement, sur les arbres, un nombre d'arbres, des essences d'arbres, sur les lots privés. Déjà sur tout ce qui est parties communes, qui seront d'abord privées et qui deviendront communales pour certaines, tous ces lots-là, tout ça, déjà dans l'OAP qui existe, c'est déjà structuré, c'est déjà bien dit. Mais pas suffisamment décrit, ça ne va pas assez loin. Il faut quand même qu'on ait des zones apaisées. De la même façon, ce que nous sommes en train de faire dans le quartier de la Gare, on veut avoir des zones un peu plus verdoyantes, un petit peu. Il ne faut pas que la nature en ville, ça soit un mot publicitaire, il faut que ce soit une réalité. Et aujourd'hui, on parle d'îlots de chaleur, et bien, il faut créer des îlots de fraîcheur. Oui. Juste pour recadrer, aujourd'hui, maintenant, on va délibérer pour le sursis à statuer, chose que l'on avait fait pour le quartier de la Gare. Là, on a évoqué beaucoup de sujets par rapport au Cartelet, mais ce n'était pas la question vraiment essentielle du sujet. Là, c'est le permis à statuer. Oui, mais c'est la motivation du sursis à statuer. Je vous rappelle qu'on a voté il y a quelques temps pour le quartier de la Gare, la même délibération. Là, on avance avec les bureaux d'études. Pas d'autres questions? Est-ce que vous êtes d'accord pour que nous délibérions? Et je vous propose de lire juste la fin. C'est-à-dire, décide de prendre en considération le projet d'aménagement de croissance maîtrisée de qualité de vie dans le secteur du Cartelet à l'intérieur du périmètre d'études selon la délimitation du plan annexé à la délibération, conformément aux dispositions de l'article L424-1 du Code de l'urbanisme. Décide que la procédure du sursis à statuer pourra être appliquée à toute demande d'autorisation de travaux, construction ou installation intérieure du périmètre. Indique que la présente délibération fera l'objet d'une mention en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département et sera affiché pendant un mois à la mairie de Saint-Georges-Gonesse sans l'application de l'article R424-24 du Code de l'urbanisme. Donne mandat au maire pour signer tout document relatif à cette affaire. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Et nous allons passer aux questions diverses. Bernard. Je vais commencer. Je
Je vais vous dire en deux mots la rentrée scolaire. Il y avait dans Saint-Georges Info tout un document qui vous parlait de cette rentrée scolaire, qui était donc dans le futur, mais aujourd'hui elle s'est bien réalisée le 1er septembre, à savoir que comme toutes les années, la maternelle est rentrée en 2 temps pour que l'accueil des petits soit mieux adapté. Qu'à cette maternelle, nous avons un nouveau directeur, monsieur Pierre Martel, remplira les fonctions de directeur à l'école maternelle. Nous avons toujours 6 classes, et pour répondre en partie à Sandra, on prévoit effectivement d'augmenter le nombre de classes pour les prochains jours, pour les prochaines années, pardon. Sachant quand même que les effectifs ne sont pas en croissance, les effectifs sont relativement stables. En maternelle, on tourne autour de 160 élèves, et en élémentaire, on est autour de 290. Pour autant, en élémentaire, on a une classe supplémentaire, c'est ce qui était dit dans le document, qui était essentiellement dû au fait que les classes de CP et de CE1 devaient être dans des effectifs autour de 24 élèves. Donc ça nous a fait créer une classe supplémentaire. Donc on a 2 nouveaux enseignants à l'école élémentaire, pour donc cette classe supplémentaire, et pour remplacer Madame Rovial, qui, de fait qu'il y ait 12 classes, est déchargée de la fonction d'éducation. Elle fait malheureusement, elle fait plus de l'administratif aujourd'hui que de l'enseignement. Cette rentrée scolaire s'est donc déroulée essentiellement le jeudi 1er septembre. Et ce jour-là, Madame l'inspectrice d'académie, Madame Ariane Meyer, avait invité Monsieur le maire et moi-même à faire le tour des 2 écoles, chose que l'on a faite en bonne harmonie et en bonne entente. Et Monsieur le maire a été agréablement surpris de voir que ces écoles et tous ces enfants étaient bien présents. Et il leur a fait des promesses pour la suite. Non, c'est épatant. Les enfants, ils viennent à l'école. C'est super. Non. Il y avait un petit point qui était en suspension, c'est ce que aussi, comme a dit Sandra, tout à l'heure, c'était le restaurant scolaire. Donc, comme on avait fait des essais en fin d'année, au mois de juin, on est passé sur un cycle de 3 services à l'école élémentaire. Un premier service essentiellement dédié aux enfants de maternelle, qui sont à peu près 100 élèves. Et ensuite, les élémentaires venaient en manger par la suite en 2 services, donc en partageant le restant des enfants, sachant que nous avons mis en place une cantine au sein de l'école élémentaire pour 50 enfants. Ce qui fait que ça soulage énormément les enfants d'élémentaire, ce qui nous permet de faire les 2 services et d'avoir un environnement beaucoup plus apaisé pour les enfants et aussi pour le personnel. Pour information, nous avons déjà démarré à la cantine, nous avions déjà 215 enfants le premier jour, le jeudi, 264 le vendredi, et aujourd'hui on avait 303 enfants. Donc à ces enfants-là, ces chiffres que je viens de vous indiquer, on enlève 50 enfants qui restent manger en école élémentaire, et nous étions avec 165, 214 et 250 enfants à la cantine, sachant qu'on a un seuil qui serait de l'ordre de 280. On a une possibilité donc d'avoir encore quelques enfants. Oui, mais on a fait passer en fin d'année... Ouais. On a fait passer quand même beaucoup de messages en fin d'année via le logiciel ICAP pour solliciter les parents à garder leurs enfants le plus possible à la maison. Ceux qui ne travaillent pas, ceux qui travaillent bien sûr, mais ceux qui ne travaillent pas, essayez de ne pas les envoyer à la cantine. Voilà. Donc, dans les grandes lignes, le service qui nous fait la cantine à l'école élémentaire, ce sont donc des repas chauds qui nous sont livrés. Et c'est pas des plateaux tout faits sous cellophane, par petits compartiments et autres. Ce sont des repas tels qu'à la cantine, qui sont faits, qui sont servis à chaque enfant. On a une entrée, une viande, un poisson, un légume, un dessert et un fruit. On retrouve exactement les mêmes menus qu'à la cantine d'ici. Est-ce que vous avez des questions que je pourrais essayer de répondre sur la rentrée? Quand du bus.
Du bus, alors ouais, du bus. J'ai été alerté via Sébastien, qui nous a dit que les parents avaient reçu la veille de la rentrée, je crois que ça devait être le 28 août, enfin relativement à la veille, que le bus 403 qui dessert alors le circuit, c'est Pâtural, il remonte la nationale jusqu'à 402, j'ai dit 3. C'est les oulières 403 qui sont quoi. Donc, le circuit du bus, il démarre Pâtural, il remonte toute la nationale jusqu'à Chevalier, et à partir de Chevalier, il part sur Bussy, sur Bourg-Chanin, sur remonte sur Bel-Air, Port-Rivière, et redescend à Tachon, refaire le tour avec le parti, les Gaget, tout ça, pour revenir au collège. Ah, c'est un bus du collège. C'est un bus du collège. Oui, j'étais dans le scolaire, hein. Pour moi c'était pas mal. Le collège, c'est la compétence du département, c'est ce qu'on Oui. Oui, mais il y a des enfants de Saint-Georges. Il y a des enfants. Et donc ce message disait qu'à partir du 7 juillet, du 1er septembre 2022 jusqu'au 7 juillet 2023, les arrêts de Bussy, Bourg-Chanin et Bel-Air seraient supprimés. Et que les enfants n'avaient qu'à se regrouper sur le Poirier ou le Chevalier. Alors, c'est pas tout à fait à côté, mais bon. Non, mais la marche à pied, quelque part aussi, on peut en faire un petit peu. Hein? Le circuit, enfin les cartes ne sont pas suspendues. Il existera toujours, sauf que le circuit sera un peu modifié. Mais donc là, c'est prévu pour une année, mais on peut. Alors, ils ont prévu justement pour une année. Mais si on regarde les travaux, si on regarde quand même les travaux, alors j'ai plus exactement les dates des travaux, mais ça va pas prendre tout ce temps-là. On va avoir une période, peut-être un mois et demi, où le passage sera plus possible. Mais le reste du temps, le passage sera plus possible. Bon, aujourd'hui, on fait remettre, mais le temps qu'ils réagissent, ça ne sera pas demain. On fait remettre le circuit parce que c'était pas utile de faire ça début septembre. C'est comme ça, mais ça s'appelle la communication. Ils ont fait ça pour les travaux ou c'est pour les travaux, non, c'est pour les travaux. Sauf que ils voient en route barrée, ils disent on passe pas. Mais ça sera route barrée sauf bus scolaire. Ils peuvent passer et après lorsque ça sera réellement coupé et qu'ils ne pourront pas passer, on va voir si on a une autre solution ou si alors effectivement on sera obligé d'en passer par là. Mais de manière beaucoup plus réduite. C'est pas envisageable qu'on soit pendant plus d'une année. On sait que ça avait été présenté comme ça, qu'ils enlevaient des arrêts au fur et à mesure. Moi, je l'ai découvert la semaine dernière et puis. Alors que depuis le mois de juin, on les avait déjà appelés quand on avait parlé de ces travaux à Bourg-Chanin. On les avait sollicités, on leur avait dit que ça serait comme ça. Et eux, le 28 août, ils annoncent qu'il n'y aura plus. Donc on fait tout notre possible pour essayer de rétablir quand on peut, et puis après on verra la période du mois où il n'y aura plus de passage. Et il va falloir qu'ils viennent aussi. Le Citral, oui, il faudra aller. Pendant les vacances scolaires, Oui, en plus, si ça se trouve, la période de travaux sera dans une période où il y a 15 jours de vacances scolaires, donc ça impactera. On va affiner le planning et puis on verra. Donc il faut rassurer les parents quand même, c'est pas la totalité de l'année scolaire qui sera au BR. C'est bon, Florence? Non, je pense qu'il y avait des questions sur l'école, pas plus, mais on peut y revenir. Ouais, c'est bon. Bon, moi aussi, de mon côté, la rentrée des associations s'est faite ce dimanche au pôle associatif. On a regroupé environ une trentaine d'associations, donc c'est un réel plaisir de faire ce forum au pôle associatif. Tout le monde était content de se retrouver et ça fut un bon moment d'échange. Donc les ventes vont reprendre sur le village, donc les manifestations aussi. Donc dès vendredi, le club de l'amitié organise un concours de belote coinchée à la pirogue à partir de 13h30.
Donc le soir, nous aurons aussi un concours de pétanque loisirs organisé par l'Interclasse en 6 au parc Montcharvet à partir de 18h30. Dimanche, le Motobal reçoit aussi la finale du Trophée de France contre Neuville-de-Poitou. Donc c'est à 16h et non pas à 15h comme ça a été communiqué sur Saint-Georges Info. Après, le samedi... Pardon ? Oui, c'est une coquille. Non, oui, c'est une erreur. Le samedi 17 septembre, sur la place de l'église, donc la classe 76 qui organise une vente de saucissons. Et pour terminer le mois de septembre, nous aurons le dimanche 25 septembre les 7 km de la 7 à Saint-Georges-de-Renins. Et je pense que j'ai fait le tour pour ce mois de rentrée. Voilà. Comment ? Et par contre, je vais laisser la parole à Julie parce que le prochain conseil est un petit peu sur mi-octobre. Donc, on va vous parler un petit peu de l'organisation, des manifestations qui vont se faire sur le courant du mois d'octobre pour Octobre Rose. Ouais, donc, cette année encore, la mairie de Saint-Georges décide de se mobiliser pour Octobre Rose. Donc on va partir sur le même principe que l'année dernière, on fait des événements et l'intégralité des dons sera reversée cette année à l'association Courir pour elle qui a une antenne à l'hôpital de Villefranche-sur-Saône. Donc je vous fais un point rapide et puis on reviendra au mois d'octobre, enfin il y aura toutes les infos sur l'info Saint-Georges. Donc plusieurs événements seront organisés. Donc le 1er octobre, comme l'année dernière, la buvette du Motoball. On tiendra la buvette du Motoball avec des tirelires pour récolter quelques dons. Ensuite, le 15 octobre, le samedi matin, sera organisée une marche rose. Donc, ce sera une marche de 5 km en partenariat avec les Renémois qui, cette année, malheureusement, ne peuvent pas faire leurs courses. Donc, ils ont eu la gentillesse de se joindre à nous pour cette manifestation. Et durant cette marche, il y aura l'association Courir pour elle qui viendra faire une petite conférence sur le thème « Je bouge pour ma santé ». Le 29-10, donc le samedi matin, de 9h à 13h, on recommence avec l'atelier beauté bien-être, donc toujours au pôle associatif. Même principe, 10 € l'entrée qui donne un accès à 3 ateliers. Donc ça peut être un atelier esthétique, pose des prothésistes ongulaires, des sophrologues, comme l'année dernière. Et le 30 octobre, donc le dimanche, il y aura la clôture du mois rose. Donc là, ce sera sur l'après-midi. Il y aura l'arrivée de la boucle rose qui est organisée par l'association Les Motos Beaujolaises, dont le président est Hervé Cherpeau. Donc le principe, c'est une balade en moto qui part de Namur sur Azergue et qui fait un circuit moto en forme d'un ruban. Et l'arrivée se fera à la mairie de Saint-Georges, certainement au parc, on ne sait pas tout encore, mais ce sera certainement au parc. Donc normalement, il y aura un baptême en moto, des baptêmes en moto, une vente de gâteaux, un lâcher de ballon et un concours de déguisement. Et comme l'année dernière, donc tout le mois rose chez vos commerçants et artisans du CA seront déposés des petites tirelires où vous pourrez faire des dons et acheter des petits rubans roses. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, j'espère que j'ai oublié. De toute manière, il y aura tout le détail dans l'info Saint-Georges, des diverses manifestations et voilà. Et si juste une chose, si vous avez des idées, si les habitants de Saint-Georges ont des idées, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, s'ils ont des idées pour récolter des dons, que les habitants n'hésitent pas à décorer leur maison pendant tout le mois d'octobre, en rose de préférence. Voilà, donc on est ouvert à toute proposition. Voilà. Merci. Et pour terminer, le concert sur les grandes oreilles qui a été reporté, donc il aura lieu le samedi 8 et le dimanche 9 octobre à la Pirogue. Donc vous pouvez dès à présent réserver vos billets, soit via le site Les Grandes Oreilles, ou il y aura une billetterie aussi sur place, ou en mairie également. Voilà. Et la buvette va être tenue par l'Interclasse en 3.
Sébastien, tu peux peut-être nous dire quelque chose sur le centre aéré parce que je sais pas. Attends, tu parles du motoball des 40. Ah oui, et également le 15 octobre, donc le samedi soir, il y a le club du motoball qui fêtera également ses 40 ans. Donc ils organisent une soirée dansante. Donc si vous êtes intéressés, les places sont à vendre auprès du club. Voilà. Chez Géo. Sébastien va nous dire un mot sur le centre aéré. C'est toi qui as été alerté en direct. Donc moi j'ai reçu des messages par des parents qui sont adhérents à l'association des familles concernant les mercredis matins et les mercredis après-midi. Donc apparemment seuls les enfants qui sont en journée seront pris en charge par l'association des familles avec un repas. Les enfants qui devaient y aller que les matins seront refusés par l'association, par manque de personnel de l'association des familles. Voilà. Pour l'instant. Pour le moment. Donc pour cette semaine. Normalement, l'association des familles fait au mieux pour rétablir la situation et avoir un centre aéré le mercredi à partir de la semaine prochaine. Mais pour le moment, on n'a pas de nouvelles de leur part. On va prendre rendez-vous, Patrick et moi, au moins Patrick déjà avec M. Join, pour savoir ce qu'il en est, voir s'il faut réagir à ça. C'est libre. Je serai libre. On sait combien il y avait d'enfants déjà d'inscrits ou pas? Il y a déjà une vingtaine, je crois, d'enfants. Je crois que, ouais, en fait, là, ils ont les moniteurs, enfin, ils ont du personnel pour 20 enfants uniquement. Et donc, je ne sais pas le nombre d'inscrits qu'il y avait, mais il y en avait en journée, il y en avait en matinée, il y en avait qu'en après-midi. Et comme ils sont limités niveau personnel, ils donnent la priorité à ceux qui sont... voilà, non mais c'est compliqué, c'est des jeunes, c'est des... Enfin... Mais bon... Il y en a plein qui n'ont pas passé le BAFA, ils nous expliquent. Il n'y a pas besoin de BAFA. Ouais, mais il n'y a même pas besoin de BAFA, enfin, il n'y a pas besoin de diplôme... Mais c'est un petit contrat, c'est pas grand-chose. Donc c'est pas... C'est vrai que la directrice, je sais qu'elle fait le maximum pour... Oui, elle a fait une très belle prestation. Elle a fait une très belle cet été, ça s'est très très bien passé. Et... Bon, à voir. Samedi matin, avec Bernard, on a rencontré Jacques Santini. Donc c'est un ancien footballeur de la SSE qui a été entraîneur de Lyon, entre autres, et puis de l'équipe de France. Donc on l'avait rencontré parce qu'en fait, il pourrait être volontaire pour des remises de trophées, par exemple, ou participer un petit peu à la vie de la commune. Alors c'est vrai qu'il a encore un calendrier qui est assez chargé, parce qu'après, c'est beaucoup de ses petits-enfants qui font encore du foot. Et puis il donne encore des conseils dans certains clubs, quoi. Il fait un peu des médias. Il fait quoi, le Les médias. Il peut pas aller au centre? Il a 70 ans quand même. Et il est très pétanqueur aussi, donc il va venir faire un saut à la pétanque Croix-des-Moses. Voilà, c'est ce que je veux dire. Bien. Oui, Franck. Je voulais savoir s'il est prévu de reboucher les trous rue des Jardins. Parce que c'est même plus des trous, tu ne peux plus circuler, tu ne peux pas les éviter. Et c'est une route où il y a un fort passage. Voilà. Et bien, typiquement, le règlement de voirie. Il y a un gars qui a fait des travaux pour ces trois lots. En face, tu as des grosses gamelles, parce que ça a été rebouché plusieurs fois. Et Novalis qui est venu, qui a fait ses alimentations d'eau et machin. Le rebouchage est dégueulasse, typiquement. Et on va pallier pour cette fois-ci, mais là, ça sera fini maintenant. Derrière, ça va tomber. On en avait parlé il y a 10 minutes. Ouais, non, parce que c'est la route qui mène à la gare, qui mène à Leclerc, à la zone industrielle. C'est la partie 3 de la zone de la gare. Ouais. C'est programmé. Ouais, mais bon, en attendant, pour y passer tous les jours, Ben, s'il n'y avait pas eu cet immeuble de Novalis, je te garantis que ça ne serait pas comme ça.
Bien. D'autres Questions diverses. Oui, Jean-Christophe. Oui, pour revenir sur l'école. Ouais, j'ai encore oublié. Pour revenir sur la cantine, donc pour les écoles, donc la CCSB travaille sur un projet d'alimentation territoriale, donc maintenant depuis quelques mois. Ce projet d'alimentation territoriale a pour but d'être dans une alimentation plus vertueuse dans les cantines, entre autres. Et donc la commune, donc Bernard, avait donc, quand la CCSB avait sollicité la commune, répondu à la demande de la CCSB en disant qu'effectivement Saint-Georges était intéressé par cette démarche. Aujourd'hui, cette démarche qui va normalement continuer, puisqu'il y a une personne qui va être habilitée pour s'occuper que de ça, suite aux pré-études qui ont été faites. Oui, mais au sein de la CCSB, pas chez nous. Voilà. Enfin, moi, il faut toujours payer, on est bien d'accord. Mais le projet peine un peu pour différentes raisons, et une majeure, c'est qu'obligatoirement, le coût des repas va augmenter. Alors ça, c'est un point. Donc ça veut dire que si nous on l'utilisait dans l'avenir, ça veut dire que les repas moyens, le prix moyen du repas, il va y avoir un surcoût et qu'il va falloir trouver comment on finance ce surcoût. Et d'autre part, au début, il y avait un peu d'adhésion sur le projet. Nous, on continue à adhérer, puisque c'est ce qui a été signifié dernièrement. Sauf que d'autres problématiques se trouvent. Nous, on est assez vertueux, puisqu'on prépare les repas à la cantine, mais beaucoup de communes n'ont pas les moyens de préparer les repas. Donc, il va falloir mettre en place aussi une entreprise qui va préparer les repas pour les communes qui n'ont pas les cuisines adéquates. Et donc c'est une autre problématique. J'ai l'impression que ça s'essouffle un peu au niveau des communes qui étaient intéressées au départ. Et je me demandais s'il ne fallait pas se rapprocher de la CCSB, puisqu'on a déjà, nous, dit qu'on était intéressé par cette démarche parce qu'elle correspondait à un peu nos intentions. Même dans le cadre de la cantine qui va être faite, il va y avoir un jardin qui sera mis en place, alors qui va être aussi dans un sens culture aussi, dans les deux sens du terme, puisqu'il peut être aussi éducatif. Mais je me demandais s'il ne fallait pas essayer d'impulser un peu pour que les autres communes réfléchissent à ce problème sur du long terme et se disent oui, on a tous intérêt à participer à ce projet d'alimentation territoriale. Moi, essentiellement, j'ai répondu à un audit de la CCSB. Ils nous ont questionné comment fonctionnait notre cantine. J'ai répondu comment elle fonctionnait. On achète des produits, pas mal de produits locaux, style chez Demarie, on achète notre pain sur place. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est exactement l'intention, justement, du projet d'alimentation territoriale. Et dans le projet de la nouvelle cantine, on avait évoqué, effectivement, en utilisant tout le terrain gros, à faire une partie, un secteur potager, qui peut-être dans l'avenir pourrait nous permettre de cultiver certains aliments et de les mettre en cuisine directement chez nous. D'accord. Mais oui. Effectivement, la question soulevée est importante. Bon, il est clair que c'est pas parce qu'on s'approvisionne localement qu'on va payer plus cher, c'est parce qu'on veut des produits un petit peu plus qualitatifs. Il est évident que si on va chez un industriel, on lui achète les repas, on va diviser le coût. Ça, c'est évident. Donc après, on peut participer, je suis tout à fait d'accord, à cette démarche et aller plus loin au niveau de la CCSB. En revanche, c'est pas nous qui pourrons inciter les autres communes à adhérer si soit elles n'ont pas les moyens ou soit elles n'ont pas envie. Parce que de toute façon, au bout du compte, le repas, s'il augmente, c'est le prix du ticket qui va augmenter, et pour la collectivité et pour les parents. Donc, il faut que chacun fasse des efforts dans ce sens. Si personne n'est prêt à faire d'efforts, c'est sûr que dans certaines communes, ça ne se fera pas. D'accord. Il faut, nous, éventuellement, c'est produire plus de repas et distribuer, je dis n'importe quoi, à Charentais.
Et qui va payer la différence? Parce que nous, aujourd'hui, un repas, grosso modo, la famille paye 50%. Ah oui, oui. Donc si on fait payer 100%, alors il faudrait que Charentex paye la différence. Oui, mais après, c'est pas le même restaurant scolaire qu'il faut faire. Il faut faire une cuisine centrale après. Alors, on devient un traiteur après. Oui, pas forcément justement, non, pas forcément justement, puisque pour cette problématique-là, la CCSB voulait mettre en place justement une cuisine centralisée pour environ 1500 repas jour. C'est 1500 repas jour. Donc, par rapport à l'éventuelle commune qui aurait été intéressée sur le sujet. Et je me demandais aussi si notre expérience du repas fait sur place pouvait pas aussi leur servir, puisque nous, si on fait tel prix les repas, c'est aussi qu'on est un peu vertueux dans les achats, dans la manière dont on travaille, enfin, ainsi de suite. Et peut-être que ce serait bon de partager avec eux sur ce sujet. Bien sûr. Ok. Donc, lors d'une prochaine réunion, je pourrais éventuellement... bien sûr, sur c'est transparent. Hein. Oui, non, mais pas de problème. Non, la personne dédiée à la CCSB peut venir nous voir et on peut discuter avec eux. C'est vrai. Tu nous donneras l'adresse de Saint-Georges. Mairie Saint-Georges. Pas de problème. J'avais une question. J'en ai vu deux ce matin. Ah. Peut-être c'était-il perdu, mais ils étaient là tous les deux. J'avais une question, donc ça me permet de rebondir sur la gestion virtueuse. Je pense que tout un chacun a pu constater cet été que nous étions dans des restrictions d'eau assez importantes. Et donc je voulais savoir, premièrement, si au niveau de la commune, sur les activités pour lesquelles on a des besoins d'eau, l'eau était issue de récupérateurs, ou si plus globalement il est prévu quelque chose à ce sujet-là. Notamment, y a-t-il prévu des aides aujourd'hui concernant ces politiques-là? Est-ce que vous avez entendu parler justement d'aides qui peuvent être soit octroyées soit aux mairies, soit également aux habitants pour mettre en place ces systèmes de récupération d'eau de pluie, puisque nous savons que la gestion des eaux va être un grand enjeu des années à venir? Alors, pour les aides, il n'y en a pas, hein, que ce soit pour les collectivités ou pour les privés aujourd'hui. Pardon. Pas ici sur nos territoires. On parle de nos territoires, mais je parle de ce que je connais. En revanche, après, si on parle de système de récupération, ce sont des cuves de rétention. Alors, lorsqu'on accorde un permis de construire, on dit les eaux doivent être gérées à la parcelle. Donc la gestion à la parcelle doit se faire, mais elle doit se faire très complètement et vertueusement. Il y a plusieurs solutions. Soit on dit on infiltre, soit en fonction des terrains on peut ou on ne peut pas infiltrer, et après il y a éventuellement des débits de fuite. Mais compte tenu de la situation et de ce que tu dis, il y a une solution qui est facile, c'est de dire je stocke mon eau pluviale. Je stocke mon eau, en revanche derrière il faut l'utiliser. Parce que si on ne l'utilise pas, le jour où il y a un orage, ça risque de déborder un peu si on n'a pas baissé le niveau dans la cuve. Tout l'enjeu est là, c'est que si on a des systèmes de récupération individuels ou locaux, il faut les gérer. Et ça, c'est les gens qui peuvent les gérer. Oui, tout à fait, mais je veux dire demain, dans le Saint-Georges de demain, et vu qu'on va construire davantage, puisque les autorisations d'urbanisme, quand tu l'as dit, doivent prévoir de gérer les eaux de pluie à la parcelle, forcément ça générera des sujets concernant l'eau. Enfin, je veux dire, dans certains quartiers de Saint-Georges, en tout cas ça a été le cas, on a construit beaucoup. Finalement, aujourd'hui, on voit que l'assainissement doit être fait pour un certain nombre de sujets, et notamment sur le sujet qu'il y a eu trop de construction par rapport aux capacités notamment de récupération d'eau. Et donc je me dis que ça peut permettre et d'avoir une économie d'eau pour la planète, et puis aussi pour que justement il n'y ait pas trop d'eau sur les chaussées comme on peut en voir dans certains endroits. Non. Trop
trop d'eau sur les chaussées, c'est parce qu'on nous envoie des eaux aussi. Il y a l'eau de la route, et ça, la commune doit la gérer, et puis il y a les eaux des riverains. Si on refait des canalisations d'assainissement, effectivement, c'est pas par plaisir, c'est aussi parce que ça va dans le sens de ta réflexion. On impose aux gens d'avoir des réseaux séparés, c'est-à-dire l'eau pluviale d'un côté, l'eau usée de l'autre, mais on avait des réseaux unitaires. Un réseau unitaire, ça veut dire que sur le domaine public, on mélangeait tout. Lorsqu'on fait un réseau d'eau pluviale là où on ne peut pas infiltrer, ou là où les voiries coulent abondamment et où il faut que nous les gérions, c'est justement pour se mettre en séparatif et se mettre en conformité avec ces textes. Et si on se met en séparatif, ça veut dire que l'eau pluviale que nous transportons de nos voiries, elle va aller ou dans la nature quand c'est possible, ou on l'infiltre plus localement, ou on l'emmène vers des cours d'eau, Vauxhall, Saône, Saint-Sillon ou ailleurs. Voilà. Et le particulier, lui, il a sa gestion qu'il doit faire à la parcelle, sauf que c'est pas encore suffisamment à la mode pour que les promoteurs ou les agents immobiliers prennent en compte cet enjeu, y compris des services étatiques. Les eaux de ruissellement, la sécurité, c'est pas les priorités des attributions des octrois de permis de construire. Nous, on essaye de le regarder avec attention et davantage, parce que c'est très important, d'assurer l'accès, la sortie des lotissements ou des parcelles, et aussi la gestion de l'eau pluviale. Nous, maintenant, on refuse systématiquement. On a bien vu ce que ça a causé, notamment au quartier de Chagny, toutes les autorisations qui ont été accordées, alors que derrière, ça a créé des gros problèmes de gestion des eaux. Bien sûr. Et il n'y a pas que Chagny. L'avantage de Chagny, c'est que si on voulait la gérer, ça serait facile, parce qu'on est plutôt dans un secteur sablonneux. Alors que si je prends les secteurs ouest, Nuit, Le Parti, là-bas, c'est moins filtrant. Même Bois-Franc est moins filtrant, pourtant ça s'infiltre quand même. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est pas de mettre des citernes dans toutes les maisons qui va solutionner le problème de l'eau. Celui qui fait une maison, on lui fait mettre une citerne, si demain il a l'utilisation de l'eau qu'il récupère. Parce que comme tu l'as dit, l'orage du lendemain, si la citerne est pleine, on n'a pas solutionné le problème. Ou alors, il faut autoriser la personne à dériver, à vider sa cuve après l'orage pour éviter qu'on ait de l'engorgement. Mais d'obliger les gens à mettre des cuves chez eux juste pour avoir une cuve, ça ne sert strictement à rien. Quoi qu'on en dise, c'est quand même une économie d'eau, Michel. Mais c'est pas une économie d'eau. Si le gars il a pas de jardin, il va faire quoi? S'il n'a pas de jardin, alors, normalement, dans les constructions, on demande quand même un pourcentage d'espace vert. Alors, s'il veut faire un jardin, c'est encore mieux, mais si ce sont des espaces verts, s'il a sa cuve, il peut les arroser, ces espaces verts. S'il n'y a pas de cuve, en théorie, en période de sécheresse, il ne peut rien faire. Mais sa pelouse est jaune. non, mais il faut faire très attention. D'autres questions diverses. Alors c'est vrai qu'il n'a pas tout à fait tort. Il dit je préfère remplir une nappe phréatique, ça aussi, mais il faut infiltrer. D'autres questions diverses? S'il n'y en a pas, je vous propose que le prochain conseil se déroule le 17 octobre à 19h30 toujours. Ça vous va? Merci. Tu nous feras le point, Julie, de votre manifestation. Eh bien, merci. Je déclare clos ce conseil municipal du 5 septembre 2022.